par effectivement des questions éventuelles. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, on va aborder quel bienfait de la plongée sur la santé. Alors, je vais l'aborder de trois façons. Les bienfaits, on va l'envisager, les effets positifs du sport, les effets positifs des sports de nature et les effets positifs liés à l'immersion hyperbare. Et on va voir qu'effectivement, la plongée bénéficie des effets du sport, des effets de la nature quand on pratique en pleine nature, et des effets aussi de l'immersion hyperbare. Alors, un peu en introduction des effets du sport, la dénomination qui est utilisée, c'est palmer vers sa santé, palmer vers son bien-être. Je vais vous lire un éditorial que j'avais écrit il y a c'était pile un an d'ailleurs, qui s'intitulait « À vos palmes pré-santé » qui se trouvait dans Subaqua. Donc, ça permet d'introduire un peu. Donc, à vos palmes, pré et santé. Avis aux inquiets et stressés, la recherche médicale pourrait trouver un médicament pour résoudre votre burn-out. La mise en valeur des bienfaits de la plongée sous-marine sur notre mental, en particulier sur notre mental, et sur le stress au quotidien avance à grands pas. De bons résultats ont pu être enregistrés auprès des rescapés d'attentats ou de soldats de retour de théâtre d'opération, avec une amélioration de la résilience dans les états de stress post-traumatique. D'autre part, des bénéfices sur la qualité de vie pour des personnes en situation de handicap sont connus depuis le développement du handisub, au niveau donc de la plongée. De même, quelques-unes de nos associations se sont impliquées avec des patients atteints de cancer, les aidant à revivre, et à sortir la tête de l'eau. Nous connaissons d'ailleurs souvent nous-mêmes ce bien-être régénérateur quand nous pratiquons régulièrement. Nos activités subaquatiques seront peut-être bientôt reconnues d'utilité publique, en particulier pour dissoudre l'angoisse et améliorer la capacité à gérer l'inattendu. Nos activités adaptées dans de bonnes conditions de pratique, c'est, si on simplifie, bon pour les articulations, c'est bon pour le cœur, le poumon et le cerveau en particulier. Donc, le sport comme un médicament, effectivement, voire mieux qu'un médicament, c'est ce que souligne la stratégie nationale du sport santé en tant que politique publique prioritaire de l'État pour l'Olympiade 2019-2024. Donc, l'idée de développer le sport santé dans nos pratiques subaquatiques, c'est aussi changer de concept, changer de paradigme. C'est passer d'une vision d'activité dite à risque à la mise en valeur des bienfaits et du bien-être de nos activités subaquatiques. Donc, changer de concept. La plongée est souvent vécue par les médias comme un sport à risque, comme une activité dangereuse, et le transposer sur une autre vision, un autre concept, c'est la plongée, c'est bon pour le bien-être, c'est bon pour la santé. Car ça a plein de bienfaits, en particulier sur le mental. Ce levier n'a été que très peu activé pour l'instant par notre fédération, et nous avons d'ailleurs pris ce virage avec retard, mais c'est vrai qu'on a rattrapé ce retard depuis 2021. Donc, c'est un enjeu sociétal qui nous permet aussi de modifier un courant de pensée. Donc, à vos palmes, pré-santé. Donc, un sport mieux qu'un médicament, et je dirais sans les effets secondaires, ce qui est déjà pas mal, dans la mesure où c'est une activité qui est pratiquée de façon progressive, de façon adaptée et de façon sécurisée, et dans de bonnes conditions. Alors, l'espérance de vie en bonne santé, sur le plan général, donc c'est l'effet sport, on s'est rendu compte, moi, quand j'ai fait médecine, on ne parlait pas de l'intérêt du sport, hein. On parlait effectivement des problématiques de la sédentarité, mais le sport, on le voyait parfois même comme dangereux dans des suites de maladies. Je dis bien comme dangereux. Et puis, on se rend compte que dans nos pays occidentaux, dans nos pays dits développés, l'espérance de vie, on la calcule en tant qu'espérance de vie, c'est-à-dire on vit et on meurt à un certain âge, mais on meurt en mauvaise santé. Et donc, il y a un concept qui, de plus en plus, depuis de nombreuses années, depuis, on va dire, 7-8 ans, c'est la notion d'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire vivre vieux, oui, mais avec l'absence ou le minimum d'impotence fonctionnelle. Schématiquement, dans les pays occidentaux, on a beaucoup de pathologies chroniques, ce qu'on appelle des maladies chroniques, hein, c'est des affections de longue durée, qui vont entraîner des impotences, qui vont faire que les gens, effectivement, ils vivent âgés, mais dans de mauvaises conditions de santé. Donc, c'est à travers ça qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, l'effet sport pouvait apporter un véritable mieux, réduire le nombre des traitements que prennent les gens et effectivement réduire les effets secondaires des médicaments de ce fait. Alors, il y a 3 dates qu'on va retenir. Bon, priorité politique publique, c'est 2019-2024. Au milieu, là, je vous en ai parlé effectivement tout à l'heure.
Il y a un décret sport santé qui est paru en décembre 2016. C'est le décret qui permet de mettre effectivement en avant l'importance du sport santé. Autre élément, la loi de démocratisation du sport de 2022, qui vise à, je dirais, à mettre en exergue certains éléments. Si vous allez sur le site de la République française et vous tapez loi de démocratisation du sport, il y a deux éléments qui émergent. Un, la parité, l'obligation de parité dans les fédérations. Et deuxièmement, la notion de la mise en avant du sport santé. Ça traduit qu'effectivement, on est au cœur des politiques publiques prioritaires. Donc, l'effet sport est reconnu comme ayant des bienfaits. On va passer à la diapo suivante. Voyons maintenant l'effet nature, c'est-à-dire voilà, l'effet nature. On se rend compte que l'effet nature, c'est aussi un plus. Le fait de pratiquer dans la nature permet d'avoir une nette différence par rapport à la pratique du sport en salle, par exemple. Hein, tout simplement parce que quand on pratique un sport dans la nature, on est en phase avec ce milieu naturel, on le voit bien, la différence qu'il peut y avoir à pratiquer en piscine ou à pratiquer tout simplement dans un environnement naturel, que ce soit en eau douce ou que ce soit en eau marine. Dans une étude qui a été faite par le Centre de droit du sport et d'économie, on se rend compte que la préférence des Français, en particulier dans les sports, il y a une véritable préférence des sports de nature. On l'a vu en particulier avec l'émergence et les confinements liés à la Covid. Le sport de nature permettait d'échapper à un élément et c'est une demande sociétale des pratiques qui est de plus en plus fréquente et mise en avant par on va dire, par le grand public. Et c'est important parce que nous, effectivement, en finalité, c'est bien l'effet nature. On s'est rendu compte, effectivement, le fait d'être au sein de la nature, on parle même d'effet green, hein, l'effet, je dirais, pilule verte de la nature, qui permet, là encore, d'avoir un effet anti-burnout. Dans cette notion de nature comme remède, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé comme un élément, je dirais, dans le cadre même international, hein, quand on parle de l'agenda des Nations Unies, la notion de prise en compte, effectivement, d'une pratique au sein de la nature est reconnue comme un élément positif. On a vu aussi qu'il y a des relations et des rapports entre le sport, la santé et la biodiversité. Qui dit nature dit biodiversité. Vous savez que la Fédération française est devenue un membre maintenant de droit. Avant, on était membre observateur, et puis depuis effectivement le mois de mai 2022, on est venu membre de droit de l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature. C'est important parce qu'on est une des rares fédérations à y être. Et d'autre part, au niveau de l'Office français de la biodiversité, on a été la première fédération sportive, il y en a une autre actuellement, la première fédération sportive en 2021 à être partenaire engagé pour la nature. C'est pour ça qu'effectivement, je dis souvent, moi, que la biodiversité et la nature fait partie de notre ADN de fédération depuis 1948, c'est dans nos statuts. Et il y a une notion qui émerge depuis maintenant 1 ou 2 ans, c'est la notion qu'on appelle One Health, une seule santé. Ça veut dire quoi, une seule santé? C'est qu'on considère que la santé humaine dépend de façon très importante de la santé des écosystèmes. C'est-à-dire, si la biodiversité régresse, la santé humaine va régresser. L'émergence de la Covid est née effectivement de la baisse de la biodiversité qui permet de shunter, si j'ose dire, des étapes intermédiaires de certains animaux qui étaient intermédiaires et qui conservaient une maladie. C'est-à-dire que l'évolution des maladies virales, on peut penser que s'il y a une régression de la biodiversité, il y aura un développement de plus en plus important de ces maladies dites virales et avec des épidémies un peu catastrophiques comme était celle de la Covid. Donc, on voit, l'effet du sport, on en a parlé tout à l'heure, donc ça, c'est le sport santé en général, l'effet nature, et nous avons une pratique de sport de nature. Et on va passer sur le troisième élément, la notion d'immersion et d'hyperbarie, qui est notre particularité de la plongée. Donc, on va mettre la diapo suivante. Donc, cet effet d'hyperbarie, donc l'effet de la plongée, comme ce bébé, hein, qui est ma fille, c'est quelque chose de particulier. Alors, regardez ce bébé, il regarde un peu vers l'extérieur, vers la lumière extérieure. Hein, c'est comme s'il sortait du ventre de sa mère. Et on va aborder effectivement tout ce que la plongée nous apporte comme particularité, en dehors des effets bénéfiques du sport, en dehors des effets bénéfiques de la nature, il nous apporte des effets particuliers, physiques, sociaux et psychocognitifs. Alors là, pour l'instant, on va juste les citer, puis on va les détailler tout à l'heure. Dans les bienfaits physiques, le plus important, il y en a, on va dire, 2 ou 3. Il y a, je dirais, la notion d'apesanteur, c'est ce qui tout le monde reconnaît. Hein. Dans l'eau, effectivement, c'est la 3e dimension. On le voit quand on pratique des activités avec des personnes en situation de handicap. Effectivement, l'eau, effectivement, l'hyperbarie permet de dissoudre le handicap.
Ça, c'est le thème de la pesanteur. Et il va être très utile aussi dans des problématiques d'obésité, dans des problématiques de gens qui ont des problèmes locomoteurs, hein, au niveau d'arthrose ou autre. Deuxième élément qui est fondamental, parce qu'il va retentir sur un effet aussi psychologique, c'est la cohérence respiratoire. On va le détailler tout à l'heure. La cohérence respiratoire que l'on a en plongée, effectivement, est fondamentale pour entraîner des bienfaits psychologiques que l'on va vraiment détailler. Troisième type d'effet physique que l'on va détailler aussi, c'est l'impact sensoriel. Dans l'eau, effectivement, on est soumis à un environnement particulier qui fait que notre coordination, notre vue, notre audition, tout ça sont modifiés. Les bienfaits sociaux, on le vit au quotidien, hein, effectivement, c'est que quand on parle de plongée, on parle de palanquet, on parle de binôme, et ça, automatiquement, ça crée une notion de socialisation très intéressante chez des jeunes, en particulier des jeunes qui auraient des problèmes d'intégration. Hein. C'est en fin de compte, on dit souvent, c'est une autonomie au sein d'un collectif. Et ça favorise le sens des responsabilités. Troisième type de bienfaits qu'on va aborder, c'est les bienfaits psychologiques, psychocognitifs, hein, donc on va dire les bienfaits mentaux. Hein. On dit souvent que la plongée est un remède anti-stress, et on va le détailler tout à l'heure. On parle souvent de la notion de méditation de pleine conscience, dont je serai amené à vous détailler ce mot de méditation de pleine conscience, puisque maintenant, on utilise même le mot plongée de pleine conscience. On va passer à l'image suivante, et on va donc détailler un peu ces différents bienfaits qu'on a abordés. Donc d'abord, bon, ça c'était effectivement il y a un an, donc il y avait eu dans Subaqua, je dirais un article d'une vingtaine de pages, hein, qui permettait de lancer la médiatisation et je dirais la sensibilisation de nos clubs et de nos licenciés à cette thématique. Donc effet du sport, effet de la nature, effet de la plongée. Donc, on va passer sur la page suivante. Alors les bienfaits physiques. Les bienfaits physiques, c'est sur le plan locomoteur, c'est la pesanteur. Et c'est intéressant parce que c'est un sport sans charge. C'est-à-dire que quelqu'un dans l'eau, quelqu'un qui a une obésité dans l'eau, quelqu'un qui a un handicap moteur, il retrouve une mobilité qu'il n'a pas sur Terre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en particulier, nos articulations ne sont pas soumises à l'effet, quasiment pas à l'effet de la pesanteur. Ça, c'est un élément important. Donc, ce n'est pas un sport porté, comme on dit, c'est un sport qui n'a pas de portage. Et donc, on est dans l'eau. Donc, ça, c'est un des effets majeurs que l'on peut retrouver grâce à l'eau. D'autre part, l'activité en particulier de palmage va entraîner un gainage de la musculature des membres inférieurs et des abdos fessiers. Et ça, c'est intéressant. C'est très utilisé dans le FitPalm, par exemple, qui est peu développé malheureusement au sein de notre fédération. Et je pense que le sport santé va pouvoir développer le FitPalm. J'étais, il y a 10 jours, je gérais un stage sport santé national qui avait lieu à Rennes. Et il y avait des gens de la nage avec palme, qui sont des moniteurs deuxième degré de nage avec palme, qui effectivement font du FitPalm depuis très longtemps et qui étaient très intéressés par cette formation sport santé. L'élément sensoriel, gainage abdo-fessier, c'est le musculaire, hein, bien sûr. Le sensoriel. Dans l'eau, on a des sensations proprioceptives qui sont diminuées, qui sont différentes tout au moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contact qu'on a sur Terre. Déjà, sur Terre, on a effectivement une chose importante qui est l'appui plantaire. L'appui plantaire, c'est le fait que mes pieds sont sur la Terre. Je sens que je suis un terrien parce que j'ai mes pieds qui s'appuient sur la terre. Dans l'eau, on n'a plus cet appui. On a d'autres appuis qu'on acquiert au fur et à mesure, qui sont des appuis que l'on retrouve, je dirais, avec nos palmes. On arrive à s'appuyer dans l'eau. Un débutant, non, mais nous, oui, un plongeur confirmé arrive à trouver des points d'appui. Donc, ces modifications proprioceptives par rapport à l'appui plantaire, par rapport même, je dirais, à la sensation du corps dans l'eau. Hein, quand quelqu'un a un vertige, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va se rapprocher de la paroi pour qu'il puisse éventuellement mettre sa main sur sa paroi et retrouver une sensation proprioceptive qui va le rassurer. Donc, ces modifications proprioceptives liées au bleu, en quelque sorte, cette notion de 3 dimensions. La modification visuelle que l'on a sous l'eau, cette notion de bleu par l'absorption sélective et totale des couleurs, c'est important, ça aussi. Ce champ étroit que l'on a avec le masque, lié aux modifications visuelles, tout ça, ça crée des modifications sensorielles. La conduction osseuse qu'on a sous l'eau. Sous l'eau, on entend essentiellement par conduction osseuse. Donc, ça crée une modification, je dirais, de nos perceptions habituelles. Et puis, on parle aussi de la modification vestibulaire. Dans l'eau, on a une gravité, on va dire, imparfaite, une gravité qui est quasiment diminuée. On est en quasi-apesanteur, en quelque sorte. Et c'est une notion importante parce qu'au niveau de notre système vestibulaire, on a une sorte je dirais, de béquille vestibulaire qui disparaît. Et le seul organe vestibulaire qui reste dans l'eau, c'est nos 3 canaux semi-circulaires. Et qui vont faire que si on a, par exemple, un vertige alternobarique, sur Terre, un vertige alternobarique, parce qu'on a éternué, par exemple, c'est quasi rien, c'est-à-dire, hop, ça flotte un tout petit peu dans l'eau, ça peut prendre une conséquence importante. Donc, ces modifications sensorielles que j'ai un peu détaillées, c'est important parce que ça nous apprend à nous coordonner différemment sur le plan sensoriel. Et ça, c'est intéressant, particulièrement chez les seniors qui ont des troubles souvent proprioceptifs, des troubles visuels, des troubles auditifs et des troubles vestibulaires. Ça les aide, je dirais, à récupérer une amélioration de coordination.
Donc, on voit que c'est des bienfaits intéressants sur le plan, on va dire, à utiliser chez nos seniors en particulier. Autre élément, la contrainte cardio. Alors là, effectivement, on ne va pas parler de bienfaits cardiologiques parce que, oui, effectivement, sur le plan cardiaque, on a de véritables contraintes, beaucoup plus importantes que sur Terre, sauf si effectivement on plonge dans un milieu totalement adapté, c'est-à-dire pas de contraintes de thermique, c'est-à-dire dans une eau équilibrée sur le plan thermique, effectivement, et sans qu'il y ait par exemple de courant, là, il n'y a pas de contrainte cardio importante. Mais s'il y a du courant ou du froid, il y a une contrainte. Donc, de ce fait, c'est important de comprendre que quand on fait avec des gens qui ont une pathologie médicale, qui ont des maladies, effectivement, il faut le faire dans un contexte très adapté. Le mot adapté est un mot clé, je dirais, dans le sport santé, c'est-à-dire pas de froid et je dirais pas de problématiques type météo, type courant. Donc, ça, c'est un élément important. Je termine en particulier sur le problème, je dirais, le plus important, qui est la cohérence respiratoire. Alors, vous savez tous, que ce soit en apnée ou en plongée bouteille, il y a une véritable cohérence respiratoire. Alors, en bouteille, qu'est-ce qui se passe? Mais spontanément, physiologiquement, on a ce qu'on appelle une inspiration qui se déplie vers le volume inspiratoire de réserve. C'est-à-dire que spontanément dans l'eau, si je respire, c'est spontanément, sans que j'ai rien d'autre à faire. C'est que mon inspiration, elle est vers le volume inspiratoire de réserve. Par contre, l'expiration, il faut que je la pense. Il faut que j'y pense. Et cette notion de penser à son expiration, c'est ce que vous avez quand vous faites de la méditation ou de la relaxation. On vous demande de vous penser à votre expiration. Et effectivement, sans qu'on le sache, la plongée scaphandre, par la cohérence respiratoire qu'elle entraîne, va nous permettre effectivement de penser à notre expiration, d'avoir une expiration consciente. D'autre part, effectivement, en dehors de l'augmentation d'un peu de l'amplitude inspiratoire, on a aussi une diminution de la fréquence respiratoire. Qu'est-ce qu'on vous demande en technique de relaxation? C'est de réduire votre fréquence respiratoire. Donc, spontanément, la plongée permet, à travers sa cohérence respiratoire, de nous mettre dans une situation de relaxation, dans de bonnes conditions. S'il fait froid ou qu'il y a de mauvaises conditions de plongée, type du courant, vous n'êtes pas en cohérence respiratoire. Pour l'apnée, c'est pareil. Pour l'apnée, effectivement, vous êtes obligé de penser à votre respiration, type une respiration carrée qui va être j'inspire, en préparation, j'inspire, je fais un stop, j'expire et je fais un stop. Donc, je prends conscience dans ma préparation mentale de l'apnée d'une préparation respiratoire calme et tranquille. Donc, cette cohérence respiratoire que l'on a soit en libre, en plongée libre, soit en plongée scaphandre est intéressante parce que ça apporte de véritables bienfaits physiques. On va passer sur la diapo suivante où on va aborder maintenant des bienfaits sociaux. Effectivement, c'est la notion, comme j'ai dit tout à l'heure, d'entraide et solidarité. Que ce soit en plongée libre ou que ce soit en plongée scaphandre, il y a la notion d'entraide, au minimum à travers un binôme ou effectivement à travers une palanquée en plongée scaphandre. Donc, cette notion d'entraide, on a besoin de l'autre. Du genre, j'ai besoin de l'autre parce que je sens qu'il y a quelque chose qui fuit derrière pour qu'il regarde et qu'il m'informe. Et c'est une notion, donc, et chez les jeunes, c'est très intéressant parce qu'on leur apporte cette notion d'importance de la solidarité. Et donc, on participe à la socialisation de nos jeunes grâce, effectivement, à cette notion de ce qu'entraîne la plongée. On dit souvent que c'est une autonomie au sein d'un collectif. Je suis autonome de moi-même, je suis responsable de mon binôme au sein d'un collectif. Et ça, c'est quand même des mots qui sont très importants. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de faire plonger des jeunes venant de quartiers difficiles, au début, quand ils arrivent, ils sont là avec rodomontade en disant ouais, il n'y a aucun problème. Et puis quand ils sont sur le bateau et avant d'aller plonger, effectivement, c'est plus pareil. Ils se ressentent beaucoup plus humbles et ils écoutent davantage. Et ça, donc, c'est un moment, la pratique de la plongée, ces jeunes en difficulté est très intéressante parce qu'on leur apporte vraiment quelque chose sur le plan, un bienfait social. D'autre part, il y a tous les éducatifs que l'on a en plongée, rien qu'avec le code de communication, on leur impose, ils en ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, un code de communication particulier. Donc, de ce fait, ils passent par une socialisation, rien qu'à travers un code de communication qui est obligatoire. Et ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai mis le mot les sciences participatives parce que chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, les sciences participatives qui sont un aspect digital de l'activité, se développent de plus en plus. Je participe à travers, je dirais, une observation naturaliste, à travers Promis, par exemple, et à travers mon carnet de plongée numérique, justement à quelque chose qui me permet de participer à une activité globale. Parce que je vais mettre, par exemple, sur mon carnet de plongée ce que j'ai vécu. Si je fais un peu d'images, je vais mettre quelques images. Et effectivement, il y a bien une notion de
je suis un individu au sein d'un groupe, au sein d'un collectif. Troisième type de bienfait, on va apporter une autre image, les effets psychocognitifs, donc on va dire le mental au sens large. C'est là où je vais insister, c'est vraiment là où il y a les bénéfices les plus importants. Alors, il y a eu des études, dont vous avez certainement entendu parler, Dive Stress et Dive Up. Dive Stress, c'était en particulier en 2017, ça a été fait à l'UCPA par le Centre hyperbare de Marseille, et il y avait en fin de compte un groupe, je dirais, de personnes qui avaient des stress plus ou moins différents, des stress liés à la vie professionnelle, des stress liés à la vie familiale ou à des gens qui avaient vécu des stress dans leur vie personnelle. Et il y avait une étude chez ces gens-là, un qui pratiquait la plongée pendant une semaine, et ceux qui pratiquaient des activités de pleine nature, mais qui étaient du canoë-kayak, qui étaient de la marche tout simplement. Et il y a eu une étude vis-à-vis du bien-être de ces personnes à distance, c'est-à-dire on regardait semaine après semaine comment le bienfait qui était immédiat des deux côtés, hein, qui fait que quand les gens quittaient, on va dire, leur activité sportive d'une semaine en pleine nature, quelle était la différence? Et il y avait le groupe plongé, au bout d'un mois, parlait d'une vraie rémanence du bien-être, comme si effectivement l'immersion régulière, donc pendant une semaine, régulière, on va dire au moins une fois par jour, permettait d'avoir un bienfait qui était récurrent. Et ça, ben moi, je l'ai vécu dans ma vie professionnelle de chirurgien. J'allais plonger le plus régulièrement possible pour me sortir effectivement des effets de difficultés professionnelles liées au stress professionnel qu'on peut avoir avec certains métiers. Et moi, mon métier de chirurgien ORL, effectivement, j'en ai eu besoin. J'en ai eu beaucoup besoin avec la fédération l'an dernier, quand il y a eu toutes ces complications politiques que vous connaissez. Et bien, j'ai essayé d'aller plonger tous les 15 jours, au moins une semaine, une fois par semaine, ou tous les 15 jours, pour effectivement permettre de ne pas avoir de burn-out lié à ces problématiques. Donc, je crois que c'est important. Ceux qui plongent régulièrement le sentent, cette notion de bénéfice. Dive Up, qui est une autre étude qui vient juste d'être publiée, mais qui date de 2018, qui a mis plus de temps à être publiée. C'était l'étude, effectivement, de stress post-traumatique après les attentats du Bataclan. Et là, ça a été fait en Guadeloupe, dans de bonnes conditions. C'est important, ce mot adapté, conditions adaptées de plongée. Et effectivement, les gens faisaient de la relaxation au fond de l'eau, sur un fond de sable, tout simplement, et avec 2 plongées par jour. Et là encore, on a pu voir ces gens-là qu'il y avait quand même des impacts positifs sur la notion de leur stress post-traumatique, avec, je dirais, une réduction des cauchemars quand on a un stress post-traumatique important, comme un soldat de retour de guerre ou quelqu'un qui a vécu un attentat. On le voit aussi dans certaines maladies, comme dans des suites de cancer. Et souvent, on a des problèmes de cauchemar, des notions de difficulté à s'endormir, des notions de fatigue permanente. Voilà. Et ces gens-là, effectivement, l'étude qui vient de rendre au bout de quand même 5 ans, sortait un effet bénéfique sur le plan, je dirais, psychocognitif. Alors, pourquoi il y a des bienfaits psychocognitifs? Il y a 2 choses qui participent. C'est la notion du contrôle respiratoire dont je parlais tout à l'heure. S'il n'y a pas de contrôle respiratoire, en particulier sur l'expiration, l'impact psychologique est beaucoup moins important. On est dans une phase de relaxation quand on a un contrôle de respiratoire. On prend conscience de son corps. Et ça, c'est la partie plongée pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est quoi? La pleine conscience, c'est que je suis dans l'instant présent. Je suis là dans l'instant présent. Je ne pense pas au passé et je ne pense pas au futur. Je suis dans de bonnes conditions et je suis là, je regarde, je suis dans le bleu, je suis dans l'environnement, subaquatique, il y a des poissons qui passent. Effectivement, ma conscience du moment est étendue sur l'instant. Et ça, c'est la pleine conscience. Et la pleine conscience permet d'activer, on va le voir en fin de topo quand j'aborderai la résilience du cancer, ça permet d'aborder au niveau, je dirais, de certaines parties du cerveau, ce qu'on appelle le système limbique, des éléments très importants qui nous permettent effectivement de nous requinquer, de nous revitaliser en quelque sorte. Donc, plonger, grâce à son contrôle respiratoire et grâce au contexte de pleine conscience, on parle de plus en plus de méditation de pleine conscience et donc de plongée de pleine conscience, nous apporte d'énormes bienfaits et on le verra en particulier adapté tout à l'heure quand je parlerai du cancer. Autre élément aussi, c'est que quand je suis en immersion, je suis dans un cocooning qui est l'inclusion dans le milieu aquatique. Et ça, c'est la grosse différence avec les activités de surface et les activités en immersion. Par exemple, la fédération de natation, qui a aussi des bienfaits liés à l'eau. L'eau apporte des tas de bienfaits, mais nous, en plus des bienfaits de l'eau, c'est l'inclusion dans le milieu aquatique. Alors, probablement, il y a des réminiscences liées à la période fœtale qui nous permettent effectivement de se retrouver dans un véritable cocooning, dans la mesure où c'est des conditions, je dirais, de pratique qui sont adaptées, c'est-à-dire en particulier pas de froid. Donc, la méditation de pleine conscience, je vous l'ai détaillé tout à l'heure, et c'est quelque chose de fondamental. Donc, tout ça, tous ces bienfaits sont vraiment un effet anti-stress, anti-burnout.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans l'eau, je suis désolé, je vais être un peu de connaissance physiologique, on active le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système qui ralentit, qui met le corps au repos. Quand je fais une agression, c'est mon système sympathique qui s'active. Donc là, effectivement, j'ai une stratégie qui va être une stratégie de défense. Et quand tout est calme, et la plongée dans de bonnes conditions permet effectivement d'augmenter notre tonus parasympathique, notre système parasympathique qui permet de ralentir notre fonction. Et ça, c'est important. D'autre part, il y a une baisse de l'index de cortisol. Ce n'est pas cortisol, c'est cortisolémie. D'accord. Alors, le cortisol est très utile quand j'ai un stress et que j'ai besoin de réagir au stress. Mais si je sécrète sans arrêt de la cortisone, enfin des corticoïdes, on varie dans mon corps, j'épuise mon corps. Et si j'épuise mon corps, ce n'est pas bon. Donc, c'est important de comprendre que si j'ai une situation anti-stress, comme la méditation de pleine conscience, grâce en plus associée au contrôle respiratoire, j'ai effectivement une augmentation de mon parasympathique qui est fondamentale. Et on s'est rendu compte, puisque là, il y a une étude que l'on fait avec, je dirais, pour quelqu'un qui passe son doctorat de gestion économique, il a étudié la stratégie d'ajustement au sein des entreprises. Donc, stratégie d'ajustement grâce à la plongée au sein des entreprises, c'est ceux qui pratiquent la plongée régulièrement et voir s'il y a moins d'arrêts de travail, si effectivement ils se sentent mieux, je dirais, au niveau de leur milieu professionnel et s'ils arrivent à mieux réagir, à mieux gérer les difficultés du quotidien quand il y a des problématiques professionnelles comme on l'a tous. Ça, c'était pour la partie les bienfaits psychocognitifs. On va avancer. Donc, on va passer à l'image suivante. Voilà, donc ça, c'était effectivement pour vous présenter un peu, je dirais, les différents bienfaits. Important, si je dois résumer, effet sport, plus effet de nature, tant mieux, hein, plus effet de l'immersion hyperbare. Et tout ça, c'est des notions qui sont importantes. Donc, est-ce que sur cette première partie, qui était les parties sur les bienfaits, il y a déjà quelques questions où on continue d'enchaîner sur la suite. Donc, je vais laisser Lionel me répondre. Oui, Eric, je ne vois pas de questions, donc je pense que tu as été très clair, Fred. Donc, bon, on continue. Voilà. Donc, tu peux enchaîner sur les éléments. Alors, qu'est-ce qu'a fait notre fédération? Donc, deuxième partie, un peu sur le carnet de suivi du pratiquant de sport santé. Alors, c'est un carnet de suivi qui est adapté à la plongée au sport subaquatique. Hein. Ce n'est pas pour le sport en général. C'est vraiment la partie plongée et sport subaquatique. C'est donc un module de formation. C'est donc moi qui l'ai créé maintenant. C'était il y a 3-4 ans. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont j'étais président, je dirais, avant d'être président national, on a eu, pendant 2 ans, fait des formations de cadres. C'était les premières formations de cadres qui ont été faites. Alors, ces cadres, pour des raisons très simples, c'était des cadres soit moniteurs, premier degré, soit des moniteurs-entraîneurs d'apnée, de nage avec palme, hein, ou voire de PSP, qui étaient de premier degré. Alors, pourquoi on a pris ce seuil de premier degré? Tout simplement parce que si on choisissait le niveau initiateur, il fallait que j'augmente le cursus en durée. Tout simplement, on a considéré que le niveau pédagogique d'un moniteur premier degré en raison de tout son cursus, qu'il soit moniteur premier degré type de technique ou moniteur-entraîneur, apnée, nage avec palme, il avait un cursus qui lui permettait, ça me permettait moi de réduire, je dirais, le cursus global. Il faut savoir que ce cursus du module dont je vous parle, qui a été validé, hein, validé par le CNOSF, et validé après, puisque c'est paru au journal officiel en 2021, validé par le ministère des Sports et validé par le ministère de la Santé. Donc, c'est paru au journal officiel. Et donc, vous comprenez qu'avant que ça paraisse au journal officiel, il a fallu passer par pas mal de contraintes. Et la formation, si vous voulez, elle est un peu en 3 parties. Il y a une partie, on va dire, préalable, qui est en distanciel, où il y a en particulier l'étude de documents de type réglementaire, hein, qui est l'équivalent, on va dire, de 5-6 heures de travail personnel minimum. Il y a une deuxième partie qui est du présentiel pur, qui se fait sur 3 journées et demie. Hein. Et si je n'avais pas mis le niveau d'entrée au niveau d'un moniteur premier degré ou d'un entraîneur premier degré, moniteur-entraîneur premier degré, il aurait fallu que j'apporte des éléments pédagogiques complémentaires et il serait entraîné un cursus beaucoup plus long. Donc, la volonté, c'était de pouvoir développer ça au sein de la fédération et s'il fallait mettre une semaine, parce que si vous faites ça au niveau d'un cross, par exemple, souvent, ça peut lier une semaine je dirais, de formation. Dans les STAPS où ils ont des formations en sport santé, c'est au minimum une semaine. Et les coûts ne sont pas pareils. Un coût de formation dans un STAPS, c'est quelque chose qui va vous coûter 800 €, par exemple, ou pardon, au niveau d'un cross. Nous, une formation, c'est au cours de 100 €, 150 €, formation sport santé, tout simplement parce qu'on n'est pas là pour faire des
des bénéfices spécialement. Donc, c'est important de comprendre pourquoi il y a eu ce niveau d'entrée, pourquoi effectivement, je dirais, c'est une volonté fédérale actuellement de développer ça, hein, puisque c'est une demande des pouvoirs publics. Et donc, première partie, vous avez compris, distanciel. Deuxième partie, présentiel. Et il y a, d'autre part, il y a aussi une obligation pour nous, c'est d'avoir, je dirais, sur le plan sécurité, d'avoir validé un RIFA, soit un RIFA apnée, soit un RIFA plongée, d'accord? Et on demande effectivement qu'avant de venir au stage, les gens se recyclent eux-mêmes, qu'ils puissent au sein de leur club faire un recyclage du RIFA, puisque c'est ce que nous demande l'État. Dernier élément aussi de formation, la formation pratique. Ceux qui sont déjà, qui sont cadres en DISUB, hein, soit EH1, soit EH2, n'ont pas besoin de formation pratique. Les brevets d'État non plus, parce que l'État considère que les brevets d'État sont suffisamment formés, même si moi, dans les stages que j'ai pu faire, puisque maintenant au total, j'ai coordonné 2 stages régionaux et coordonné 2 stages nationaux. Hein. Des stages nationaux où il y avait 70 personnes. Hein. Le dernier, c'était donc il y a 10 jours. Il y en a eu un à Lyon qui était c'était février dernier. Et là, j'en ai eu un donc, il y a 10 jours qui était en Bretagne, tout simplement. Et donc, ceux qui n'ont pas du tout cette notion-là doivent faire théoriquement un complément pratique, doivent faire une pratique complémentaire de quelques heures. Voilà à peu près ce module de formation. Donc, ce module de formation, il est reconnu par l'État, et ça, c'est important. Donc, il y a maintenant une carte, hein, vous la voyez en bas à droite, c'est la carte encadrant de sport santé, elle est fonctionnelle maintenant depuis février, hein, et qui est effectivement au nom de la personne. C'est une carte de formation, tout simplement, comme quoi la personne sait faire du sport santé. Moi, j'étais frappé, c'est que dans les formations que j'ai pu faire, il y a pratiquement 35 à 40% des gens qui ont déjà un module en DISUB, qui sont des gens qui ont déjà son cadre en DISUB, tout simplement parce que pour faire du sport santé, il faut avoir envie d'aider quelqu'un qui est en difficulté. Comme le handicap, la prise en charge du handicap, c'est aider quelqu'un en situation de handicap. Et c'est effectivement, c'est peut-être une partie, donc tous nos moniteurs ne font pas ça, heureusement d'ailleurs, mais c'est ceux, de même qu'on a des moniteurs qui pratiquent, je dirais, vers les jeunes, ben, on aura probablement des moniteurs qui aimeront pratiquer vers le bien-être, le sport santé et le handicap. Voilà. Je crois que c'est une notion à connaître. Deuxième mot un peu à connaître dans le cadre du médico-sport. Le médico-sport, vous avez peut-être entendu ce mot, c'est un peu comme un Vidal. C'est le Vidal des activités sportives. Dedans, alors c'est surtout à destination des médecins, dedans il y a toutes les activités de toutes les fédérations, où on y est, hein, avec les bienfaits qu'apporte la plongée, les bienfaits qu'apporte la nage avec valve, les bienfaits qu'apporte l'apnée, sur le plan, on va dire, cardio-respiratoire, sur le plan musculaire, sur le plan locomoteur, sur le plan mental. Voilà. Sur le plan mental, c'est là où on a le plus, je dirais, de positivité. On va passer à la diapo suivante et on va détailler un peu ce carnet de suivi. Alors, ce carnet de suivi, c'est important de le comprendre, c'est que toute la pratique du sport santé, c'est une notion qui doit être régulière. On ne fait pas du sport santé une fois par mois. On ne fait pas du sport santé, je dirais, de façon épisodique. Le sport santé, c'est au moins une fois par semaine. C'est une pratique donc qui est régulière. Il va commencer en piscine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la pratique du sport santé, elle se développe soit en piscine, c'est la partie la plus facile. Alors, avec l'apnée, c'est parfaitement adapté. Moi, j'ai des clubs maintenant qui font de la prise en charge des Covid longs. Les Covid longs, vous savez, c'est les gens qui ont eu le Covid et qui malheureusement ont des symptomatologies, des signes qui vont durer pendant 6 mois, de fatigue globale, de sensation de dépression, l'impression, c'est des gens qui se sentent plus bons à rien. Et des études de certains, enfin j'ai un club maintenant qui a un recul depuis 1 an et demi, ils travaillent donc sur des personnes avec l'apnée, sur des personnes qui sont donc des Covid longs, et il y a de bons résultats. Il y aura probablement dans le Subaquois de janvier, février, un article dessus qui sera fait. Autre élément aussi, moi j'ai un autre club, qui est une SCA là par contre, qui travaille avec des enfants hyperactifs. Les enfants hyperactifs, c'est ces enfants qui sont souvent sous Ritaline, hein, et qui sont en hyperactivité. Alors, notre mode de société fait qu'effectivement, il y a plus d'enfants hyperactifs. Et on se rend compte, il travaille avec des psychomotriciens, et ces enfants, il les fait plonger régulièrement. Il a un recul maintenant d'un peu plus d'1 an. Et effectivement, on se rend compte qu'il arrive à apporter un bienfait chez ces enfants. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des impacts très positifs. Donc, une pratique qui soit régulière, je dirais 1 fois par semaine, c'est un minimum, adaptée. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas, en particulier dans le cas de la plongée scaphandre, la pratique comme on fait chez quelqu'un tout venant. Elle est adaptée à cette personne, à sa maladie, à son état de santé. Alors, petite particularité, c'est qu'on fait déjà du sport santé sans le savoir. Dans les clubs, vous avez des gens qui ont eu des suites de stents coronariens, par exemple. C'est du sport santé qu'ils font. Vous ne le savez pas, mais eux,
Et c'est vrai que le savoir permettrait de parfois mieux adapter. C'est-à-dire que s'ils doivent plonger dans l'eau froide, c'est quand même pas adapté. Donc, pratique régulière, pratique adaptée, sécurisée. Bon, ça, on a l'habitude, hein, ça fait partie de notre b.a.-ba, de notre travail d'encadrant, que ce soit en apnée, en scaphandre ou dans d'autres activités, et progressive. C'est-à-dire qu'effectivement, mais ça, on le sait en tant qu'enseignant, qu'il faut être progressif dans les gestes et dans la pratique, je dirais, au fil des séances. Alors, le carnet, il est fait de 4 espaces, on va dire. Un espace médecin, où dessus, on demande au médecin de mettre en avant les limitations fonctionnelles que peut avoir la personne. Arsène, par exemple, elle a une obésité, elle a de l'arthrose, il va préciser les limitations fonctionnelles. Attention, cette personne, effectivement, s'il y a un sol glissant, faites attention. Donc, sur la piscine, faites attention qu'elle ne se déplace pas sur un sol glissant en courant parce qu'elle risque de tomber. Attention, effectivement, elle a une arthrose au niveau du genou gauche et effectivement, il faut faire attention, je dirais, qu'il n'y ait pas de heurt sur ce genou. Voilà. Donc ça, l'espace médecin apporte des éléments. Il va dire, effectivement, il donne souvent, je dirais, ce qu'on appelle la fréquence admissible qui est dans l'activité qu'il faut utiliser, c'est la personne. C'est des choses qu'on apprend dans le cadre de la médecine du sport et qu'on apprend quand on est encadrant de sport santé. Il y a un espace patient, où l'espace patient, là, c'est des tests d'auto-évaluation. Estime de soi, santé perçue, niveau d'activité physique, qui va permettre d'apporter aux patients aux pratiquants, on va utiliser plutôt le mot pratiquant, patient c'est plutôt un mot médical, donc l'espace pratiquant qui permet de s'évaluer. Et donc, c'est intéressant pour l'éducateur sportif qui va effectivement voir comment la personne s'estime. Et on voit souvent les gens qui ont des maladies, c'est des gens qui ont une mésestime d'eux-mêmes, qui s'estiment mal. Et quand ils font du sport adapté, on voit que leur estime s'améliore. Et si leur estime s'améliore, c'est un bénéfice sur l'évolution de la maladie. La santé perçue, le niveau d'activité physique. On leur apprend, je dirais effectivement que ce n'est pas seulement au moment de la séance d'activité physique, il faut effectivement, par exemple, quand on reste assis pendant 1h30, 2 heures, il ne faut pas hésiter pendant 5 minutes à se lever pour marcher. Donc, dans leur vécu professionnel, ils adaptent pour pouvoir se déplacer, ne pas rester assis toute la journée. Et la troisième partie, c'est l'espace éducateur sportif, où là, il y a tous les tests de conditions physiques, qui sont des tests de médecine du sport. Moi, je suis médecin du sport aussi, donc c'est vrai que c'était assez facile pour moi. Ces tests de conditions physiques qui vont évaluer l'équilibre de la personne, qui vont évaluer équilibre et coordination, qui vont évaluer la souplesse, qui vont évaluer la force des jambes, la force des bras, l'endurance de la personne, l'adaptation à l'effort, qui sont des tests adaptés à nos activités subaquatiques que j'ai adaptés avec, je dirais, au moment des premiers stages que j'ai faits, justement. Et donc, c'est quelque chose qui est bien pratique parce que ça aide l'éducateur sportif. J'ai même d'autres fédérations qui ont utilisé notre carnet, qui m'ont demandé d'avoir notre carnet pour pouvoir l'adapter à leurs activités. Je pense à la fédération de triathlon qui était intéressée par ça. Et la quatrième partie, c'est un carnet de suivi de séance. C'est comme un carnet de plongée, tout simplement, où il y a une séance où on peut mettre des observations, des éléments liés au sport santé. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le carnet de suivi du sport santé, qui est donc à la fédération. Ça avait été envoyé en novembre-décembre l'an dernier, il y a 1 an, à tous les clubs, pour que à tous les présidents de clubs et tous les gérants de SCA, pour qu'ils puissent découvrir ce carnet. Et donc, il y a maintenant des clubs qui commandent directement la boutique en ligne et qui permet effectivement, pour ceux qui font du sport santé régulièrement, et c'est un carnet qui est très utile pour guider l'éducateur sportif en sport santé. Alors, on va passer à l'image suivante qui doit être effectivement des questions. On va peut-être… Voilà. Donc, oui, une chose importante, c'est que donc ces politiques publiques, elles nous demandent de promouvoir l'activité physique et sportive pour la santé. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelques questions, soit sur la première partie ou sur cette deuxième partie, pour permettre de rompre un peu le monologue dans lequel je suis? Donc, je laisse peut-être Lionel ou Eric, je te laisse. Effectivement, il y a 2 questions qui sont apparues. Une première question, c'est concernant est-ce que les effets du stress liés à la performance chez le débutant ne peuvent pas contrebalancer négativement les effets positifs du stress? Alors, tout à fait. La compétition, alors on va parler de compétition, on va parler des débutants. La compétition, il y a un stress qui peut être positif chez quelqu'un qui a l'habitude de la compétition, mais qui peut être négatif. Mais la compétition, ce n'est pas du sport adapté. Donc, ce n'est pas du sport santé. La compétition n'est pas trop bonne sur le plan physiologique, ça vous le savez. On connaît bien les effets secondaires de la compétition, en particulier sur le locomoteur ou sur, je dirais, parce qu'on va au bout de soi-même. Donc, ça, c'est un aspect à part. Le débutant, tout dépend des conditions de plongée. Souvenez-vous, ce mot adapté, je vous l'ai dit en permanence. Effectivement, un débutant qui est amené à pratiquer
dans une situation qui n'est pas adaptée, vous lui mettez un stress qui peut être négatif. Ce stress négatif, s'il arrive à le vaincre, bon, ça va être un élément positif. Mais il y en a qui n'arrivent pas à le vaincre, et effectivement, c'est un échec, on va dire, même s'ils pratiquent, même s'ils font leur baptême. Et effectivement, donc la notion d'adapter est importante. Et c'est important de comprendre que quand on voit, par exemple, des baptêmes qui se font sur un fond de 15 mètres, où la personne va se retrouver d'emblée dans le bleu, ben, si c'est quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau, ça ne posera aucun problème. Mais c'est quelqu'un qui est déjà pas très à l'aise. Mais on sait bien, par exemple, qu'un moniteur qui a quelqu'un qui a quelques difficultés et que les conditions dans lesquelles il est à ce moment-là, parce que c'est des conditions qui sont moyennes, souvent il fait le baptême en surface pour simplement, du coup, ne pas. Et la personne, souvent, va être tout à fait contente sans avoir perçu qu'elle faisait son baptême en surface. Ça, c'est des choses qu'on connaît tous en tant que moniteur. Donc, oui, c'est vrai que les conditions sont fondamentales. Les conditions, en particulier pour la plongée scaphandre, si les conditions de plongée de la plongée scaphandre ne sont pas bonnes, là, on n'est pas dans le sport santé, on n'est pas dans le bien-être, on est dans un effet de stress qui peut être effectivement quelque chose de négatif. Je vais te laisser peut-être poser la deuxième question. Oui, alors il y en a qui sont arrivés entre-temps. Il y a une deuxième question qui est tout aussi technique, c'est est-ce qu'on sait si les effets positifs sont liés, certains sont liés uniquement à l'hyperbarie? Alors, c'est ce que j'ai en introduction tout à l'heure, ce que je disais. Les effets positifs, ils sont de 3 niveaux. Il y a l'aspect sport. Tous les sports apportent un effet bénéfique. 2, l'effet nature apporte des effets bénéfiques, en particulier sur le mental. On est en liaison, on est en phase, on est en unité avec le milieu. On le vit, nous, quand on plonge dans le milieu naturel et que les conditions sont bonnes, là aussi, adaptées. On est en phase. Je veux dire, quand vous êtes dans le bleu, avec le soleil qui tombe, vous êtes au-dessus d'un fond de sable, vous êtes là immobile, bien stabilisé, vous êtes en phase avec le milieu. C'est-à-dire que vous avez l'impression, et là, quand vous ressortez de là, vous pouvez affronter beaucoup de stress. Donc, l'effet sport, l'effet nature, et troisièmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'effet hyperbarique. L'effet hyperbarique, il y a l'immersion dont je parlais tout à l'heure, l'effet cocooning de l'immersion. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoirement quelque chose qui est important. Et deuxièmement, l'effet hyperbarique pur, parce que l'effet hyperbarique va nous faire ce qu'on appelle cette modification respiratoire, soit par la préparation de l'apnée, soit par l'activité scaphandre. Donc oui, on peut répondre que l'hyperbarie, dans de bonnes conditions, d'accord, va entraîner un effet positif qu'il n'y a pas dans d'autres activités sportives. S'il faut faire une hiérarchie d'échelle, il y a les sports qui ne sont pas dans la nature, puis pour aller dans le mieux, c'est les sports en milieu naturel. Donc, c'est important, nous, de vendre ces activités de sport de nature. Et troisième élément, le plus que nous apporte la plongée, c'est justement l'impact immersion dans l'eau, à la différence de la natation qui reste en surface, et l'élément hyperbarique, en particulier au niveau de la respiration. Donc, oui, effectivement, l'hyperbarie apporte. Et je vous parlais tout à l'heure de l'étude Dive Stress avec ces deux échantillons, donc peut-être quelqu'un est arrivé au moment où je n'en avais pas encore parlé, enfin où j'en avais déjà parlé. Il y avait l'échantillon de ceux qui pratiquaient à l'UCPA une plongée calme, matin, après-midi, dans de bonnes conditions puisque c'était l'été, d'accord. Et ceux qui faisaient du canoë-kayak et de la randonnée, on s'est rendu compte que ceux qui avaient pratiqué l'hyperbarie, la plongée, il y avait un effet de rémanence qui allait au-delà d'un mois, alors que ceux qui avaient pratiqué seulement un sport classique de nature, au bout d'une dizaine de jours, le bien-être avait disparu. Donc oui, il y a des éléments positifs là-dessus. Alors, dans un article que j'avais vu, il y avait une étude qui avait été faite en hyperbarie, c'est des rats. On s'était rendu compte que ces rats mis en hyperbarie, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on les mettait en saturation faible, 10 mètres, par exemple. On ne faisait pas une saturation, parce que si on faisait une saturation brutale, on les mettait en état de stress. Et on s'est rendu compte qu'on les mettait en situation calme, en hyperbarie, il y avait des sécrétions de certains neurotransmetteurs, d'accord, sérotonine, enfin, différents neurotransmetteurs, qui ont des effets bénéfiques dont je vais parler tout à l'heure quand je vais aborder la résilience du cancer. Donc, c'est une étude là, qui avait été faite chez l'animal, où on s'est rendu compte qu'il y avait certains neurotransmetteurs qui étaient sécrétés grâce à l'hyperbarie. Et ces neurotransmetteurs jouent au niveau du système limbique dont je vais vous parler tout à l'heure et qui permet de, quand on arrive à calmer le système limbique, on est en pleine phase de méditation de pleine conscience. Je te laisse poser d'autres questions. Alors, la question, on va changer un petit peu de domaine, c'est savoir s'il y a une équivalence entre les STAPS, activité physique adaptée santé, et la FESMA. Et pardon, et
Et la Fédé. Et nous, notre Fédé. Tout à fait. Alors, pour l'instant, non, malheureusement, mais j'ai travaillé dessus parce qu'il y a des gens qui ont fait du STAPS, sport santé, donc ils en connaissent beaucoup plus que ceux qui ont fait parfois un stage. Mais par contre, ils ne connaissent pas toujours la partie subaquatique. Parce qu'on est un environnement spécifique, on est, mis à contraintes particulières. Et c'est pareil pour ceux qui ont fait une formation cross, qui se fait sur 5-6 week-ends. Il leur manque cette partie. Et donc, je viens de finaliser, pour ceux qui auraient fait une formation STAP, sport santé, et pour ceux qui auraient fait une formation cross, sport santé, un module sur une demi-journée où je leur apporte un discours sur les bienfaits de l'activité en milieu subaquatique, parce que c'est notre particularité, où je vais leur apporter aussi des éléments sur, comment ça s'appelle, dans le médicosport, étudier avec eux dans le médicosport la partie activité subaquatique, parce que sinon ils ont vu la partie médicosport sur le plan général. Troisième élément, on va aborder avec eux le carnet de suivi que je vous ai présenté, carnet de suivi adapté aux activités subaquatiques. Et après, faire une partie de travaux interactifs sur des cas médicaux qui leur sont présentés. C'est par groupe, puisque c'est interactif. On leur donne un cas du genre, vous avez par exemple une personne qui a une sclérose en plaques, qui est en milieu de cursus, par exemple à la 7e séance du cursus sur 12 séances, qui a quelques troubles suite à des crises précédentes. Elle n'est pas en crise en ce moment, et elle a des petits troubles sensitifs au niveau du membre inférieur, comme ça arrive dans la sclérose en plaques, et il y a des petits troubles de l'équilibre liés à une ancienne crise, enfin une ancienne poussée qu'elle a pu faire 2 ans avant. Elle est équilibrée, le médecin considère que comme cette personne adore l'eau, qu'effectivement l'activité subaquatique va être intéressante. Et du coup, il travaille, mais sur une discipline liée à notre pratique. Donc, ça peut être avec de la nage avec palme, avec l'apnée. Voilà. Donc, oui, effectivement, pour ceux qui ont fait une formation STAPS ou ceux qui ont fait une formation CROSS, je vais essayer d'organiser des formations très brèves, en une demi-journée, pour leur permettre d'avoir la carte sport santé, puisque c'est une carte sport santé, mais encadrant subaquatique. Voilà. Ça permet de répondre à cette question. Mais ces gens-là peuvent faire du sport santé. Mais s'ils veulent effectivement mieux connaître la partie activité subaquatique, il faut qu'ils aient effectivement ce petit complément. Et voilà, j'ai travaillé pendant le stage dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait lieu à Rennes, parce qu'effectivement, il y avait des demandes qui m'étaient faites. Alors, je viens d'avoir un message comme quoi tu as bien répondu à la question. Merci. Dernière question, et je pense que là, tu as été efficace puisqu'on a une des demandes sur où est-ce qu'on trouve les infos pour les prochaines dates de stage de formation. Alors, il y a le prochain stage de formation, il a été décidé. Il aura lieu le dernier week-end, ça doit être le 30 mars, 1er avril, 2 avril, à Bordeaux. On essaie de changer de région, puisqu'il y a eu Lyon, il y a eu la Bretagne, donc ça sera l'Aquitaine. Je ne parle pas du Sud parce que le Sud fait des stages régionaux. Donc, il y en a un qui a lieu là en décembre. Il y a aussi dans l'Est, où il y a un stage régional qui a lieu, je ne sais pas, je crois en février. Tout simplement, pourquoi? Parce que dans l'Est, le président du comité régional est médecin. Et que moi, j'ai lancé ça dans la région Sud en tant que médecin. J'étais sensibilisé par ça. Donc, au fur et à mesure, on voit les régions qui commencent à être intéressées. Donc, le projet stage national aura lieu à Bordeaux. C'est du genre 30 mars, 1er avril, 2 avril. Voilà, ça vous donne une idée de… Donc, pour l'instant, on n'a pas lancé encore l'inscription, mais on bloque à chaque fois à 70 personnes. À chaque fois, il y a à peu près 90 inscrits, mais on bloque à 70 parce que, on considère qu'au-delà de 70, ça commence à être plus difficile. Alors, il faut savoir aussi que le stage se termine par un examen qui dure 1h30, où il y a un quiz sport santé et où il y a aussi des études de cas pratiques, où les gens réfléchissent sur des cas pratiques qui leur sont donnés. Voilà. Donc, alors après, il faut savoir que quand il y a un stage sport santé national, l'information est diffusée souvent dans Subaqua, l'information est diffusée à tous les clubs, mais il faut que le président de club retransmette l'information à ses licenciés. L'information apparaît sur le Facebook de la Fédé, l'information apparaît souvent sur le site de la Fédé. Donc, mais bon, après, effectivement, on sait que l'information, il faut y aller. Et, voilà. Mais déjà, pour ceux qui sont présents ce soir, qu'ils sachent qu'effectivement, il y aura Bordeaux fin mars, début avril. On va enchaîner peut-être sur la troisième. Je peux enchaîner, il n'y a pas d'autres questions. Donc, parfait. Je laisse la main. Alors, là, on va rentrer j'ai décidé de prendre un exemple un peu. L'exemple, c'est quoi? Plongée, en tant que sport santé, résilience et cancer. Alors, la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est le fait que je vais me reconstruire après un choc important, qui peut être traumatique, accident de voiture.
après un choc lié à une maladie grave, cancer, par exemple. Un choc lié après je dirais une agression, un viol, par exemple. Un choc lié après un problème comme un militaire qui rentre de guerre, ou quelqu'un qui a vécu un attentat. Il a vécu peut-être pas directement, mais qu'il a vécu par personne interposée. Donc, l'état de cette personne sur le plan mental et physique est en état de sidération. Elle a besoin de se reconstruire. Et se reconstruire, c'est ne pas faire un déni de ce qui s'est passé, c'est-à-dire ne pas l'oublier, ça fait partie de ma vie, c'est comme une cicatrice. Je crois que ça, c'est important. Et deuxièmement, c'est donc ne pas en faire le déni, ne pas l'oublier, mais ne pas en plus y penser en permanence. Et la résilience, c'est quelque chose qui va permettre au fur et à mesure d'échapper à cette marque qui restera un peu comme une cicatrice dans mon corps. Et on s'est rendu compte que la pratique de la plongée, alors du sport déjà, le sport au sens large, apporte une résilience. La nature apporte une résilience. Ça a été prouvé en particulier chez les gens qui faisaient des marches en forêt, qui avaient vécu des stress traumatiques, post-traumatiques importants, enfin des stress post-traumatiques importants, que ça leur apportait un plus. Et on le vit, nous, dans notre activité de plongée, puisqu'il y a quand même quelques clubs en France qui sont connus, qui pratiquent dans des suites de cancer la plongée avec d'excellents résultats et des gens qui disent « moi, j'ai réussi à m'en sortir psychologiquement ». D'autre part, il faut savoir aussi, c'est que les gens qui pratiquent une activité, sport, mais aussi la plongée, c'est des gens qui, en termes de prévention primaire, on se rend compte que les gens qui font du sport vont faire moins de cancer. Ça, c'est prouvé. Ça vaut la peine. Deuxièmement, ceux qui ont eu un cancer et qui pratiquent une activité sportive, on se rend compte, en termes de prévention secondaire et tertiaire, c'est qu'ils vont sortir plus facilement des conséquences de leur cancer. Et troisièmement, en termes de prévention tertiaire, c'est qu'ils vont moins rechuter, ils ont moins de risques de rechuter. Ça, c'est des choses qui sont prouvées dans le cadre du sport, qui sont prouvées dans le cadre de l'impact nature et qui commencent à être prouvées dans le cadre de la plongée. C'est-à-dire qu'il y a un club qui est connu à Paris, le club Académie, qui est connu puisque effectivement ses adhérents, c'est des gens qui ont eu des cancers. Il y a un autre club qui s'appelle Résilience et Cancer. Donc, on commence à faire des études dessus. Voilà. Donc ça, c'est des notions, je dirais, d'introduction. Alors, qu'est-ce qui a permis de mieux comprendre ça? Les neurosciences ont permis de mieux comprendre ce qui se passait. Les neurosciences, c'est l'étude, tout simplement, je dirais, de ce qui se passe au niveau du cerveau, schématiquement. On s'est rendu compte que l'exercice physique, le sport, la nature, les activités créatrices, quelqu'un qui va faire de la peinture, quelqu'un qui va faire du dessin de façon régulière, va activer dans son cerveau, on va voir quelle zone tout à l'heure, de même que dans le sport, que même que quand je pratique au sein de la nature, et c'est pareil quand je fais de la relaxation. Or, je vous ai dit tout à l'heure que l'activité plongée, qui est pratiquée régulièrement dans de bonnes conditions, de façon adaptée, permet d'être dans un état de relaxation, de méditation de pleine conscience. C'est pour ça qu'on sait que la plongée, grâce au fait qu'elle nous amène des éléments de relaxation, des éléments de méditation de pleine conscience, va effectivement avoir des effets positifs. Alors, comment on a vu qu'il y avait des effets positifs? C'est qu'on fait ce qu'on appelle les IRM cérébrales fonctionnelles, où on voit certaines zones du cerveau qui sont activées. Quand je suis bien dans ma peau, parce que j'ai fait du sport de façon agréable, parce que j'ai marché dans la nature pendant 2 heures de façon calme et tranquille, parce que je sors de 2 heures de dessin où je m'exprime de façon fantastique, ou parce que j'ai fait une séance de méditation, de relaxation, on voit qu'il y a des zones du cerveau qui sont effectivement, qui clignotent, si j'ose dire, de façon positive. Et comme on sait que la plongée, on peut l'assimiler à des techniques de relaxation et de méditation de pleine conscience, on sait qu'effectivement, il y a une notion positive. Autre élément en dehors des IRM fonctionnels, c'est la notion des neurotransmetteurs. On s'est rendu compte que là encore, le sport, dans de bonnes conditions, que l'activité de pleine nature, que les activités créatrices, que la méditation et la relaxation permettaient d'activer certains neurotransmetteurs, en particulier le GABA. Alors, si vous lisez, je crois que je ne sais pas si j'en parlais pas dans le Subaco actuel, il me semble que je vous parlais du GABA pour savoir ce que c'est. En quelque sorte, c'est un élément qui va permettre une meilleure transmission au niveau des neurones, en quelque sorte, et au niveau du système limbique dont je vais vous parler tout à l'heure, de façon, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai parlé plusieurs fois du système limbique, et vous avez besoin de comprendre ce que c'est. Et on s'est rendu compte aussi que le sport, de façon adaptée, les sports de nature, en pleine nature, les activités créatrices, la relaxation, il y avait des plasticités de neurones. Alors, moi, quand j'ai fait médecine, on me disait, il y a un stock de neurones, quand tu vieillis, ce stock de neurones, il disparaît, il n'y a rien qui se fait. On se rend compte maintenant, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, qu'il y a une plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui se régénèrent, qui s'activent, qui se
qui se développe. Et on se rend compte que là encore, l'exercice physique, dans de bonnes conditions, l'activité de pleine nature, les activités créatrices, la méditation, et nous, on est, à travers la plongée, dans des activités de relaxation, de méditation, il y avait une plasticité neuronale qui était bénéfique. On va passer à l'image suivante pour comprendre un peu mieux le système limbique. Alors, le système limbique, vous avez fait un schéma simple. Il y a 3 cerveaux. Le cerveau supérieur, c'est ce que vous savez, c'est le cortex. C'est à cause de ça qu'on est intelligent, c'est à cause de ça qu'on est cartésien. En bas, ici, qui est en orange, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est l'instinctif. Ça veut bien dire ça veut dire reptilien, c'est le reptile. C'est de là où on est venu, si on ose dire. Donc, ce cerveau primitif, en quelque sorte, c'est lui qui assure la survie. Par exemple, si vous mettez la main sur une plaque s'appelle de four qui est chaude, vous relevez votre main tout simplement parce que c'est votre cerveau reptilien qui agit, ce n'est pas votre cerveau supérieur qui agit là. Et entre les deux, au milieu, il y a le cerveau limbique. Alors, le cerveau limbique, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié. C'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est lui qui gère nos émotions, c'est lui qui gère notre mémoire. Et c'est important parce que dans ce cerveau émotionnel, il y a des organes comme l'hippocampe. Vous avez peut-être entendu parler de l'hippocampe. L'hippocampe, par exemple, quand il y a des démences, quand il y a un Alzheimer, l'hippocampe se réduit. C'est comme ça qu'on arrive à penser qu'une personne peut avoir un Alzheimer parce que quand on lui fait une IRM, on voit que sa zone de l'hippocampe est réduite de volume. Ah, intéressant. On s'est rendu compte que quand on faisait du sport de façon régulière, adapté là encore, je ne parle pas du sport de compétition, quand on faisait des sports de pleine nature de façon régulière, quand on faisait des relaxations régulières, on avait une croissance de l'hippocampe. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que le cerveau limbique, il est content quand on fait du sport de bonnes conditions, quand on fait des activités de pleine nature, quand on fait des activités créatrices, quand on fait de la plongée, parce qu'en faisant la plongée, on fait de la relaxation, méditation de pleine conscience. Donc, cette notion est importante parce que nos comportements, nos émotions sont gérés par le cerveau limbique. Et vous comprenez comment l'action qu'on a indirectement, grâce à notre respiration, qui est en cohérence, grâce à la notion de méditation de pleine conscience induite par la plongée, comment on va pouvoir agir sur cette partie du cerveau limbique. Parce qu'effectivement, c'est à ce niveau-là que le sport régulier, que l'activité de pleine nature, que la relaxation et indirectement, donc quand je pratique la plongée, c'est une forme de relaxation, va pouvoir effectivement faire développer un peu ce cerveau limbique. Donc ce cerveau limbique, c'est une sorte d'interface entre le cerveau cartésien et le cerveau instinctif reptilien. Et c'est important de comprendre, c'est qu'il y a des connexions entre ce cerveau limbique et ce qu'on appelle le cortex cartésien préfrontal, et on s'est rendu compte que la plasticité neuronale se développe entre ce cerveau limbique et le néocortex préfrontal quand on fait, là encore, du sport de pleine nature, quand on fait des activités créatrices, ou quand on fait effectivement des techniques de relaxation, et la plongée est en fin de compte un sport de relaxation, dans de bonnes conditions. Voilà, c'est important donc de comprendre l'importance du système limbique. Et c'est vrai que pour ceux qui lisent Subaquois, j'en avais, je crois, déjà parlé, j'en parle encore dans ce numéro. Peut-être j'en serai amené à reparler parce que de plus en plus, on se rend compte que c'est peut-être ça la clé pour nous fondamentale des bénéfices qu'on a de la plongée, parce qu'effectivement, grâce à cette notion de relaxation et de méditation de pleine conscience, on est pile là-dedans, parce qu'en plus, on est une activité de pleine nature et on est une activité de sport. On va passer à l'image suivante et on va parler un peu du cancer. Donc, la résilience, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est savoir s'adapter, savoir se reconstruire après un chaos, un chaos psychique ou un chaos physique, je vous l'ai dit tout à l'heure, une maladie grave, un stress important. C'est ne pas oublier et c'est ne pas avoir du déni. Souvent, on voit des gens qui ont une maladie grave et qui la dénient. Non, il faut l'accepter, la prendre en compte comme une cicatrice. Je ne l'oublie pas, mais je la dénie pas non plus. Et ça, c'est important. Pour avoir de la résilience, il faut effectivement, je dirais, ne pas accepter ce qui se passe, vivre avec, mieux le comprendre. Et toutes les techniques, justement, qui permettent de développer la résilience, on s'est rendu compte que c'était quoi? Mais c'était toutes les techniques où on jouait sur le système limbique. Et comment on peut jouer sur le système limbique? Et parce que, justement, les activités physiques, dans de bonnes conditions, les activités de pleine nature, vont favoriser certains neurotransmetteurs, comme le GABA, qui est un neurotransmetteur particulier, on va dire, qui va permettre de mettre au repos le système limbique. Il apaise, il le met cool, il le rend cool, ce qui permet d'activer le système parasympathique dont je parlais tout à l'heure, qui rend le corps beaucoup plus calme. Et c'est important parce qu'on sait que la respiration profonde et la méditation de pleine conscience vont favoriser la sécrétion de GABA. Et comme nous, en plongée, on fait de la respiration profonde, qui joue sur l'expiration en particulier, et qu'on fait indirectement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de la relaxation de pleine conscience, on sait qu'automatiquement, c'est pour ça que la plongée est un anti-stress. Et ça, c'est des notions importantes. Alors,
on s'est rendu compte que la plongée chez les personnes qui ont eu un cancer va permettre d'avoir une action anti-stress de résilience. C'est-à-dire qu'ils sont plus résilients vis-à-vis de leur maladie. Ils acceptent plus facilement, ils se reconstruisent plus facilement. Et ça, c'est une notion importante. Alors, on n'est pas tous égaux, sans doute. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus facilement résilients que d'autres. On sait que dans la résilience, il y a des facteurs, je dirais, personnels, génétiques, probablement. C'est des gens qui ont cette chance d'être résilients. C'est-à-dire que la résilience, si vous voulez, c'est l'inverse de la résistance. Souvent, moi, je donne un exemple. La résistance, c'est le chêne qui résiste dans une tempête. Tempête de Mistral, il y a un chêne qui résiste, mais la tempête est très forte. À la fin, une partie de l'arbre est cassée. Alors qu'un roseau, il plie, mais il ne rompt pas. C'est-à-dire que c'est ça la résilience. C'est-à-dire que j'accepte ce qui se passe, j'apprends à l'accepter au fur et à mesure et à vivre avec, mais du coup, je me reconstruis et je reste debout. On se rend compte aussi que pour être résilient, il faut être socialisé. Souvenez-vous des bienfaits sociaux dont je parlais dans la plongée. C'est-à-dire que les gens qui ont une agression importante, cancer, traumatisme psychique ou physique, mais cancer, s'ils n'oralisent pas ce qui s'est passé, ils n'arriveront pas à être résilients. Or, la plongée, à travers la socialisation qu'elle entraîne, vous voyez les bienfaits sociaux dont je parlais tout à l'heure, va favoriser ça. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique une activité sportive seul, il ne va pas développer la résilience de la même façon parce qu'il va lui manquer un facteur de socialisation. APS et l'activité physique et sportive, c'est un facteur favorisant, ça vous l'avez compris, le sport, dans de bonnes conditions, donc adapté, va permettre d'aider la résilience. La méditation, et vous comprenez pourquoi la plongée, qui est une… Depuis tout à l'heure, je fais que vous rabâchez cette notion de méditation de pleine conscience, effectivement, va vous permettre, je dirais, d'être plus facilement résilient. Et ça, c'est important parce que ça a des effets totalement positifs en termes de prévention primaire. Ça évite, ça évite malheureusement si c'était quelque chose qui évitait à tout prix, mais ça limite effectivement l'arrivée des maladies, premièrement. Et deux, si j'ai la maladie, ça permet de me reconstruire plus vite. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un focus un peu sur le cancer et la résilience, parce que c'est valable pour beaucoup de maladies. Et c'est important parce qu'on touche du doigt l'utilité de pratiquer une activité sportive, une activité de pleine nature, une activité d'immersion hyperbare. Et nous, on répond à ça grâce à l'apnée, grâce à la plongée, scaphandre. Je pense qu'on va passer à la diapositive où justement, c'est si vous avez des questions. Voilà, c'est-à-dire qu'on réinvente un peu la manière de soigner grâce à l'apport que peut amener le sport, la pleine nature et l'hyperbarie et l'immersion. Alors, s'il y a des questions, volontiers. Il y a deux questions, des questions qui sont arrivées, c'est plutôt sur le paragraphe d'avant, oui. Qui sont arrivées après. Concrètement, le carnet sport santé. Oui. Il est initié par un médecin, par un éducateur sportif, et comment on peut le proposer? Alors, le carnet sport santé, celui adapté aux activités subaquatiques, il existe d'autres carnets de sport santé qui sont faits par d'autres fédérations ou des carnets sport santé génériques. Donc, notre carnet de sport santé, il suffit de le commander à la boutique en ligne. Va l'utiliser qui? Je dirais soit un pratiquant qui fait du sport santé avec un éducateur sportif. Donc, un président de club peut très bien commander. Tiens, je vais commander. J'ai des personnes qui sont venues dans mon club, justement, parce que c'est la mairie qui me les a envoyées. Alors, je fais un aparté, c'est que moi, j'ai des clubs qui arrivent à avoir des créneaux piscine parce qu'ils font du sport santé, qu'on leur aurait refusé parce que s'ils faisaient que de la pratique tout simplement d'apnée ou de nage avec palme ou de plongée. C'est-à-dire que ça sera pour un certain nombre de clubs une manière de garder certains créneaux piscine. Je ferme la parenthèse, mais c'est important que ça peut être utile. D'autre part, il y a des clubs qui m'ont dit ma mairie, elle m'a donné davantage de subventions parce que j'intègre des gens en sport santé. C'est pareil sur les personnes en situation de handicap. Donc, ce carnet de sport santé, il se commande sur la boutique en ligne, tout simplement. Et après, il y a plusieurs parties. La partie médecin, elle va être remplie par le médecin. La partie pratiquant, qui est l'auto-estimation de la personne, va être remplie par le pratiquant lui-même. Donc, le médecin remplit sa partie, le pratiquant remplit sa partie. Et après, l'éducateur sportif, donc celui qui a reçu une formation, va pouvoir l'utiliser parce qu'il va pouvoir réviser les tests correspondants qu'il a pu faire en apprentissage du sport santé, qui lui permet d'avoir quelque chose qui lui suffit. Voilà. Et donc, voilà tout simplement comment on peut appliquer le carnet de sport santé. Ça, c'est très simple. Alors, quelqu'un qui n'est pas formé peut très bien commander un carnet de sport santé. Il n'y a pas de notion pour voir ce que c'est. Et je dirais, tiens, pourquoi pas. Donc, on peut très bien avoir un moniteur qui n'est peut-être pas formé au sport santé, mais qui veut avoir une connaissance et qui va peut-être l'utiliser, mais qui va tâtonner. C'est dommage de tâtonner parce que s'il a du vrai sport santé, dans le sport santé, si vous voulez, il y a deux parties. Il y a la partie bien-être, c'est ce qu'on fait souvent sans savoir qu'on fait du sport santé, et le grand public, mais beaucoup de seniors rentrent dans le bien-être.
il y a des seniors qui font du sport santé, qui ont un peu des problèmes de poids, qui fument un peu, qui ont des problèmes, on va dire, un peu obèses, enfin, s'ils ne sont pas obèses, ils ont un surpoids, qui ont un peu de cholestérol, un peu d'hypertension, ben, c'est une forme de bien-être et je fais de la prévention pour que ça ne se dégrade pas trop. Donc, moi, moniteur, je fais de la formation sport santé chez cette personne en la faisant plonger. Mais par contre, il faut que je sois conscient que cette personne, il faut peut-être que j'adapte certaines plongées. Ça, et puis après, il y a le vrai sport sur ordonnance, où là, c'est prescrit par le médecin. C'est quelqu'un qui a une maladie connue et reconnue, qui fait partie des affections de longue durée, il y en a une trentaine, hein, où là, effectivement, il vaut mieux avoir une certaine connaissance pour pratiquer le sport santé. Je laisse peut-être poser la deuxième question. Ouais, une autre question qui est dans la continuité de celle-ci, c'est qu'est-ce que le sport santé plongée suffit elle-même ou est-ce qu'il faut ajouter d'autres protocoles type baptiste-mètre pour multiplier les effets? Alors, baptiste-mètre est une partie du sport santé plongée. Baptiste-mètre, c'est méditation plus plongée. D'accord ? Moi, j'ai eu des gens qui ont fait baptiste-mètre qui sont venus se former pour avoir des compléments. Parce qu'effectivement, du coup, on apporte des compléments plus larges. Ils ont une dimension plus large. Donc, de même que j'ai eu des gens qui étaient brevets d'État, hein, qui étaient des GEPS, qui pourtant font une formation sport santé, mais qui est souvent réduite à une demi-journée, qui venaient chercher là d'autres billes plus importantes. Donc, quelqu'un qui fait du baptiste-mètre, c'est quelqu'un qui est déjà sensibilisé à la notion de l'écoute de l'autre, qui va effectivement avoir des techniques de relaxation qui vont être avant la plongée, et après dans la plongée. Mais je veux dire que quelqu'un qui veut développer une activité sport santé au sein d'un club, c'est quelqu'un qui va développer une prise en charge avant la pratique, pendant la pratique et après la pratique. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que en dehors de l'activité sportive, je dirais de plongée, quelqu'un qui est un formateur sport santé, c'est quelqu'un qui va apporter à l'autre personne, lui dire, c'est pas seulement de venir une fois par semaine. Il faut que, par exemple, dans ton activité professionnelle, puisque tu es assis 8 heures par jour et donc tu es quelqu'un qui a un problème de vraie sédentarité, toutes les heures, tu te lèves, tu bouges, tu tournes autour de ta chaise s'il faut, tu fais craquer un peu des articulations, tu te baisses, tu fais quelques flexions. Si tu dois récupérer quelque chose qui se trouve dans un classeur, le classeur, tu ne le mets pas à côté de toi, tu le mets à quelques mètres. Comme ça, tu es obligé de te lever. Le fait de se lever, c'est quelque chose. Ça, c'est des messages qu'un éducateur sport santé peut donner. Donc, le sport santé, ça ne se réduit pas à une activité elle-même, qui est une plongée. C'est une plongée qui se répète dans le temps, qui est adaptée, mais aussi à des conseils. Voilà, c'est quelqu'un qui est un encadrant sport santé, on l'a éveillé à ce que je vous dis là. C'est des notions qui sont intéressantes. Je regarde il y a d'autres questions. Alors, on va changer un petit peu de sujet, on va dire. Plus pour aller chercher de l'information, est-ce qu'il y a des clubs qui sont en relation avec des maisons sport santé? Alors, les maisons sport santé, la politique en 2018, ça a été d'avoir pour 2022 500 maisons sport santé. On en est, je crois, à 480 ou quelque chose comme ça. Pratiquement tous les départements l'ont, sauf que récemment, il y a un département qui m'a dit « mais moi, j'en ai pas ». Ah, effectivement. Donc, il y a des départements qui en ont 4 ou 5. Il est certain que le fonctionnement du sport santé, le monde médical, les médecins ont encore des difficultés à prescrire. Pour 2 raisons. Culturelles, c'est qu'on ne nous a pas appris que la prévention, c'était un des éléments fondamentaux. Moi, quand j'ai fait médecine, la prévention, ce n'était pas quelque chose qui était fondamental. De plus en plus, on se rend compte que la prévention, c'est quelque chose d'important. Autre élément, donc la sécurité sociale les forme de plus en plus au sport santé. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle des formations continues pour les médecins qui leur permet, avec quelqu'un de l'ARS, Agence régionale de santé, qui va leur apprendre ce qu'est le sport santé. Parce que c'est eux les prescripteurs. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est souvent un patient, un pratiquant, qui va voir son médecin et lui dit « Docteur, je veux que vous me fassiez une ordonnance de sport santé ». Le médecin, il a entendu parler ça, ah oui, c'est comment? Et le fait qu'il ait une maison départementale de sport santé à proximité lui simplifie la vie parce qu'il dit « Je vais vous envoyer la maison départementale de sport santé, eux, ils connaissent et ils vont gérer ». Qu'est-ce qui se passe? La maison départementale de sport santé, il y a des médecins du sport, il y a des psychologues, il y a des kinésithérapeutes, ils vont débrouiller le dossier. C'est-à-dire qu'ils vont commencer quelques séances, mais le but, c'est que cette personne, elle ne va pas rester dans la maison départementale, c'est que si elle veut pratiquer une activité, si la personne dit « Moi, j'aime bien tout ce qui est activité subaquatique, puis avant ma maladie, je faisais de la plongée », ils vont le réorienter vers un club qui est connu de ce maison sport santé parce qu'ils savent que ce club pratique du sport santé, ils ont un encadrant sport santé et il y a une volonté du club de développer cette pratique. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est le fonctionnement actuel. Mais moi, j'ai eu des gens qui ont eu une formation sport santé dans les formations que j'ai faites et qui, après, sont allés voir leur mairie. Ils savaient que leur mairie avait une politique sport santé et leur mairie a dit « Banco, on vous paye les licences pour
10 personnes qui vont venir faire du sport santé chaque semaine, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Ces personnes viennent faire, par exemple, de la randonnée subaquatique en piscine et ils font du sport santé. Donc, voilà à peu près comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Mais on voit de plus en plus des mutuelles qui prennent en charge une partie du sport santé. Mutuelles qui disent, voilà, vous avez un budget de 300 € pour pouvoir faire du sport santé par an. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est des éléments qu'on commence à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de remboursement, puisque j'attends cette question. Il n'y a pas de remboursement de la part de la sécurité sociale pour le sport santé, mais c'est quelque chose qui va venir tôt ou tard. Voilà donc pour les maisons départementales qui permettaient d'élargir le débat sur les maisons départementales. Et j'ai une dernière question. Stéphane, elle est pour toi, celle-là, de Stéphane A, qui nous dit, dans le cas qui a été évoqué d'une personne avec une sclérose en plaques qui viendrait nous voir, quel type de médecin s'agit? Est-ce que c'est un généraliste ou plutôt un médecin spécialisé? Alors, il y a 2 choses. Soit c'est le généraliste parce qu'il a eu l'avis du neurologue, d'accord? Soit c'est directement le neurologue. C'est-à-dire la prescription de ce qu'on appelle du sport sur ordonnance, elle peut être faite, souvent c'est par le généraliste, mais s'il a un doute, il va demander, je dirais, au spécialiste correspondant. Pour la CEP, il demandera au neurologue. Si c'est un problème, par exemple, quelqu'un qui est un coronarien, on peut penser que le médecin traitant demandera, je dirais, au cardiologue un avis. Voilà. Donc, pour la CEP, c'est souvent le neurologue, mais ce n'est pas le neurologue qui aura pensé au sport santé. C'est peut-être le généraliste qui est le prescripteur ou le patient qui en parlera à son généraliste qui lui dira bon, moi je ne sais pas trop, donc soit il envoie vers la maison départementale de sport santé où là il n'y a pas de problème, hein, c'est facile parce que les médecins du sport qui travaillent ils savent, hein, au pire ils appelleront le neurologue correspondant de la personne. Il faut savoir que la relation, je dirais, sport santé, il y a 3 personnes, c'est tripartite. Il y a le pratiquant, il y a le médecin traitant, voire les spécialistes qui sont autour, et l'éducateur sportif. Donc, le secret médical, il est partagé à 3 personnes. C'est-à-dire que si l'éducateur sportif a besoin d'appeler le médecin, il demande l'autorisation au patient d'appeler le médecin pour avoir un avis particulier dessus. Et ça, c'est important parce qu'il me disait, oui, mais est-ce que moi, j'ai le droit de savoir ce qui se passe? Mais si le patient me confie des choses, oui. Et si j'ai besoin d'appeler le médecin traitant, je dis à mon patient, j'aimerais avoir l'avis de ton médecin sur ce sujet-là, sur ce point-là. Et le patient, en général, il est tout à fait d'accord. Voilà. Faut voir, c'est une relation à 3, hein, la relation sport-santé. Médecin, pratiquant, et donc patient, et éducateur sportif. Alors, je n'ai peut-être pas répondu à toute la question, pour reposer-la moi, parce que je ne sais plus. Oui, mais j'ai répondu, oui, effectivement, c'est le neurologue, là. C'est le médecin généraliste ou le neurologue, voilà. Ok, on va encore changer de thème. Est-ce qu'on peut espérer voir disparaître les restrictions d'accès aux piscines, compte tenu des avantages sur la santé? Et est-ce que ça peut être les combinaisons peut-elles être un motif de préserver les conditions favorables en sport santé? Alors, quand il y a eu les confinements, vous avez tous remarqué que le sport santé a pris beaucoup d'essor. Parce qu'il était écrit, hein, dans les éléments, pour ceux qui ont une ordonnance sport santé, ils peuvent pratiquer en piscine. Alors, il y a des piscines qui fermaient pour tout le monde. Mais il y avait les sportifs de haut niveau qui pouvaient effectivement aller à la piscine et les gens qui étaient en sport santé. Et du coup, on a vu fleurir des fausses ordonnances, c'est-à-dire des gens qui allaient voir leur médecin et qui stimulaient leur médecin. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des prescriptions sport santé sur ordonnance parce qu'ils se sentaient dépressifs et que le médecin, bon, pour des raisons relationnelles entre le patient et le médecin, considérait qu'effectivement, cette personne avait besoin d'aller nager en piscine, d'aller pratiquer de l'apnée en piscine, voilà. Donc, c'est là où le mot sport santé, le grand public a commencé à le connaître. Donc, c'est une notion importante, puisqu'on parle de piscine. Après, je vous parlais tout à l'heure, autre élément aussi, c'est qu'on est dans une restriction des piscines. Les piscines, il y en a de moins en moins, parce qu'elles sont vieilles, et donc il y a une bataille pour avoir les créneaux piscines. Et du coup, souvent, on regroupe des clubs sur certains créneaux. Il y a des piscines qui ferment, donc il y a des gens qui perdent leur créneau. Et ceux qui pratiqueront le sport santé ont plus de chances de garder au sein de leur municipalité si la municipalité a considéré que le sport santé est une de leurs priorités. Là aussi, ils ont le droit de ne pas considérer que ça soit une priorité. Donc oui, effectivement, pour les piscines, les clubs qui pratiqueront du sport santé, ça peut être un élément positif pour avoir des créneaux piscines qu'ils n'auraient pas et qui pourraient garder grâce à ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que pour revenir, je disais tout à l'heure, moi, ça m'a frappé, c'est qu'effectivement, dans les textes, bon, moi, je les ai beaucoup étudiés quand il y a eu effectivement, souvenez-vous, il y a 1 an, en septembre, quand il y a eu effectivement les problématiques de fermeture de piscines, puis après la réouverture des piscines, étaient favorisés ceux qui, effectivement, sportifs de haut niveau, et tout simplement, donc nous, la nage avec palme, nos sportifs de haut niveau, ont pu continuer. Par contre, le hockey, qui n'était pas encore un sport de haut niveau, il n'a pas pu continuer. L'apnée n'a pas pu continuer aussi des entraînements en piscine.
Maintenant, puisqu'ils sont devenus haut niveau, ils pourraient. Voilà. Ça permet de répondre un peu à… Est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Eh bien non, il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent. Ah. Faites de la pub au sein de vos clubs. Faites de la pub au sein de vos clubs, je vous enverrai un questionnaire cette prochaine. Donc, oui, merci beaucoup, Fred. En tout cas, c'était vraiment génial. Donc, je tenais vraiment à te remercier. Merci à tous les participants hein, pour les questions, pour votre présence. Bon, faites de la pub du PVDM au sein de vos clubs. Oui. N'hésitez pas à envoyer ça. Je pense que c'est très intéressant aussi pour le département. Je vais vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction. Vous pourrez me faire remonter des infos, mais aussi des sujets qui seraient intéressants de lancer. Alors, oui, attends, je vois les questions là. Je n'ai pas répondu totalement à la question qui était posée sur les piscines. Effectivement, le fait d'avoir une combinaison est un moyen, avec la baisse thermique qu'il va y avoir dans les piscines, de dire, nous, en plongée, on met une petite combinaison, ça nous permet, voilà. Ça, oui, une réponse. N'hésitez pas, les clubs, à mettre ça en avant. Je vois un autre élément aussi. Peut-il y avoir des prescriptions médicales à la plongée pour réduire des situations de troubles psychiques? Oui, la dépression tout à fait rentre dans la ligne de prescription, je dirais, du sport santé, hein, sur l'impact bien-être que ça peut apporter. C'est un anxiolytique, la plongée, hein, en quelque sorte. Je te redonne la parole. C'est pas un antidépresseur. Voilà. Alors, c'est à la fois un anxiolytique et un antidépresseur. Il joue les deux rôles. Et enfin, donc, quand je vous enverrai ce questionnaire, vous aurez aussi les liens sur le support et puis la vidéo, et ils seront aussi disponibles sur le site. Et de plus, donc, le prochain PVDM a lieu le 2 décembre, et ce sera Guy Grosbois, président de la CTD 69, qui fera sur l'entraînement physique en plongée. Voilà, et en plus, je l'ai fait dans le suivi de ce que vient de nous faire Fred Di Meglio. Je ne vais pas faire de l'entraînement pur et dur, je vais axer mon intervention aussi là-dessus. Bon, merci beaucoup. Merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.